Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Binkour, je suis professeur d'enseignement supérieur habilité à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Ibn Zohr, Agadir. Je suis avec vous pour assurer l'intervention portant sur management stratégique, module programmé dans la filière économie-gestion, semestre 6. Alors aujourd'hui, nous allons enchaîner avec les différentes conséquences portant sur les points concernant le management stratégique. Aujourd'hui, par rapport à la 8e séquence, nous allons essayer de mettre en exergue la notion d'analyse du portefeuille d'activité. On va, dans un premier temps, faire un petit rappel et présenter le principe de base de cette notion. Et nous allons commencer par le premier modèle utilisé dans le cadre de l'analyse de portefeuille d'activité, à savoir le modèle cycle de vie de produits domaine d'activité. Alors, je vais faire un petit rappel dans un premier temps. Comme vous l'avez constaté dans les différentes et les précédentes séquences, on a présenté le processus de management stratégique en faisant référence à plusieurs étapes. Et parmi les étapes que nous avons déjà présentées, il y a la segmentation stratégique. L'objectif de la segmentation stratégique, c'est assurer le découpage ou le regroupement de l'entreprise en unités homogènes. Cette unité homogène, c'est ce qu'on appelle le DAS, le domaine d'activité stratégique. Alors pourquoi? Parce que, suite à ce que nous avons déjà présenté, chaque domaine d'activité stratégique va faire l'objet d'une stratégie. Donc, on cherche la pertinence décisionnelle, la pertinence en termes d'orientation stratégique. Donc, les entreprises, généralement, disposent de plusieurs DAS. Il y a des entreprises ayant ce qu'on appelle monoactivité ou monoDAS. Elles ont un seul domaine d'activité stratégique, ça ne pose pas de problème pour ces entreprises. Donc, on a une seule stratégie, nous allons mettre l'accent tout simplement sur ce DAS. Mais le problème se pose lorsque l'entreprise a plusieurs activités, plusieurs domaines d'activité stratégique. Automatiquement, elle doit mettre en place plusieurs actions stratégiques. Mais l'entreprise, elle doit quand même savoir quels sont les domaines les plus importants. Il doit comparer entre les différents domaines d'activité stratégique en termes de profitabilité et en termes aussi de rentabilité. Donc, l'entreprise, par rapport à ces éléments-là, doit identifier le DAS ou les DAS, sachant que par définition, un DAS, c'est un ensemble d'activités qui partagent les mêmes technologies, même savoir-faire technologique, même marché et même concurrent ou la même concurrence. Donc, à titre de rappel, on doit présenter l'entreprise en termes de DAS. Donc, pour chaque DAS, on doit assurer un diagnostic interne et un diagnostic externe. Un diagnostic interne en termes de force et faiblesse et un diagnostic externe en termes d'opportunités et menaces. Donc, on identifie tous ces éléments-là et par la suite, on doit prendre une décision en termes de pertinence stratégique. Mais à ce niveau-là, après avoir assuré le diagnostic interne et externe pour chaque DAS, l'entreprise doit poser la question suivante ou les questions suivantes. Quels sont les DAS à développer? Quels sont les DAS que je dois maintenir et développer? Quels sont les DAS que je dois garder? Je dois assurer un investissement minimum. Je dois maintenir en termes de fonctionnement. Et quels sont les DAS à abandonner? Une stratégie de retrait. Donc, automatiquement, il y a des DAS que l'entreprise, par rapport auxquelles elle doit investir davantage. Il y a des DAS par rapport auxquelles l'entreprise va tout simplement assurer une stratégie de statu quo, pas d'action, et va maintenir les investissements à leur niveau actuel. Et il y a des DAS que l'entreprise, tout simplement, va abandonner. Alors, pour répondre à ces trois questions, l'entreprise doit mettre en place une approche comparative. C'est-à-dire qu'il doit comparer entre les différents DAS. Quels sont les DAS les plus importants? Quels sont les DAS qui sont en phase de déclin, qui ne représentent plus un intérêt stratégique pour l'entreprise? Et quels sont les DAS que peut-être vont se développer, il faut juste les maintenir et continuer à investir dans ces DAS. Donc l'entreprise, elle a besoin d'un outil de comparaison. Elle a besoin d'un outil d'analyse dans ce sens. C'est pour cette raison, les stratèges et la direction générale souvent font appel à un outil qu'on appelle tout simplement
la matrice stratégique. Alors, c'est quoi cet outil? La matrice de portefeuille d'activité ou la matrice stratégique sont des outils d'aide à la décision, c'est-à-dire ils apportent à l'entreprise des informations, des éclaircissements par rapport à leur situation pour l'ensemble des DAS. Donc, c'est un outil d'aide à la décision. Comme vous pouvez le constater, on est toujours à la recherche de la pertinence décisionnelle. Donc, cette matrice va permettre à l'entreprise d'analyser le portefeuille d'activité. Donc, c'est une approche comparative en termes de rentabilité, de profitabilité entre les différents DAS. Cette méthodologie va permettre à l'entreprise de faire un diagnostic de la valeur globale de l'ensemble des activités de l'entreprise. Donc, au lieu de mettre l'accent sur chaque DAS à part, nous allons avoir une vision globale, une image globale sur la situation de l'entreprise. Donc, on doit positionner les différents DAS selon des critères, selon des variables, et sur la base de ces variables, nous allons prendre la décision par la suite. DAS à développer, DAS à maintenir et DAS à abandonner. Donc, par rapport à ces éléments-là, l'objectif derrière les matrices de portefeuille, premièrement, évaluer le caractère équilibré du portefeuille d'activité. Voilà le premier objectif, c'est on doit mettre l'accent sur l'équilibre de ce portefeuille d'activité. Est-ce que mon portefeuille d'activité il est équilibré? Donc, je dois évaluer cet équilibre. Deuxième objectif, il va permettre à l'entreprise d'orienter ce qu'on appelle l'allocation des ressources. Donc, orienter l'allocation ou le choix d'allocation des ressources entre les différents domaines d'activité. Rappelez-vous, il y a toujours des domaines à développer, à maintenir et à abandonner. Donc, le principe de base de la matrice, c'est quoi? C'est une matrice permettant, c'est un outil permettant d'analyser les activités à travers généralement deux variables. Souvent, les matrices utilisent ces deux variables. Une variable liée à l'environnement externe, liée à l'attrait de chacun de ces DAS, donc l'attrait par rapport à l'environnement pour chaque DAS, et deuxième élément, la position concurrentielle par rapport, bien sûr, à l'analyse interne. Donc, c'est la deuxième variable. Une première concerne l'attrait de l'environnement et une deuxième concernant la position concurrentielle. Souvent, on utilise ces deux variables. Donc, sur la base de cette matrice, par exemple, on peut positionner les différents domaines d'activité stratégique et par la suite, on va identifier quels sont les domaines que nous allons garder, les domaines par rapport auxquels nous allons investir davantage ou tout simplement les domaines que nous allons abandonner. Alors là, nous allons utiliser un premier modèle, souvent développé par les entreprises pour positionner leur DAS en termes d'évolution. C'est tout simplement le cycle de vie de produit. Alors, comme vous le savez, chaque fois qu'on parle de cycle de vie de produit, on parle d'un cycle qui représente l'évolution du produit. Depuis la conception jusqu'au déclin. Donc, il y a ces étapes d'évolution. Conception, lancement, développement, maturité et déclin. Alors, ce modèle s'appuie sur le chiffre d'affaires, ce qu'on appelle l'évolution de chiffre d'affaires. L'évolution en termes de quantité, le montant, le chiffre, et l'évolution en termes de temps. Donc là, on a deux variables axées sur le temps et axées sur la quantité. Alors, nous allons essayer de présenter comment se positionne chaque activité ou chaque produit selon, bien sûr, les différentes phases. Nous allons commencer par la première étape, à savoir la phase d'étude ou de conception. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est la phase qui précède le lancement. Donc, dans cette phase, l'entreprise assure la conception d'un produit. Donc, automatiquement, on essaie soit de répondre à un besoin, soit carrément créer un besoin auprès de la clientèle. Donc, le produit n'existe pas encore. C'est une étape qui précède carrément l'activité lancement, l'activité commercialisation et l'activité distribution. Donc, le processus de conception, généralement, commence par une idée avant de lancer cette idée. Alors là, l'idée, par la suite, on assure une étude préliminaire de cette idée. Est-ce qu'elle est faisable? Est-ce qu'elle sera acceptée? Par la suite, on va pousser un peu l'étude en termes de caractéristiques. On doit assurer la conception technique
et tester tester le produit auprès d'un échantillon précis, un échantillon limité de clients avant d'assurer le lancement. Alors, cette étape, l'étape de conception, elle est caractérisée par des investissements très importants en termes de recherche et développement, parce qu'entreprise doit développer le produit, donc la recherche, elle est là, et il faut investir par rapport à cette recherche. Et la concurrence, elle est nulle, au cas est nulle, quasiment nulle dans cette étape ou ce processus de conception. Donc, automatiquement, l'entreprise, elle doit essayer de répondre à la question suivante: quel produit par rapport à quel besoin, par rapport à quelle valeur recherchée par le client. Deuxième étape, c'est l'étape de lancement. C'est l'étape qu'on appelle aussi l'introduction du produit sur le marché. Alors là, l'entreprise, elle va mettre le produit sur le marché. La concurrence, elle est faible. C'est un nouveau produit, c'est tout à fait normal. Donc l'entreprise, peut-être c'est parmi les premières ou les premiers acteurs sur le marché. Une croissance qui est faible, c'est tout à fait normal. Le produit vient d'être lancé. Le marché n'a pas encore une connaissance assez claire de ce produit. Automatiquement, il y a une certaine hésitation de la part de clients pour acheter ce produit. Le niveau de profit est le nul au négatif parce qu'on parle ici de coûts de lancement qui sont généralement très, très importants. Et automatiquement, l'entreprise ne réalise pas des bénéfices pendant cette étape parce qu'elle lance ce produit et elle essaie de juste créer ou d'avoir des parts de marché importantes au départ. Et en dernier lieu, une distribution très limitée, c'est tout à fait normal. Le réseau de distribution n'est pas encore développé. Troisième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de croissance. C'est juste après le lancement. Là, le produit commence à avoir tout simplement une vitesse croisière. Donc la demande, elle monte, elle croît. Donc le client achète de plus en plus le produit. Et le produit commence à se faire connaître. Donc il y a un nom, il y a une marque qui se développe, il y a un produit qui se développe, comme ça à avoir ses parts de marché. Les ventes augmentent rapidement, c'est un élément qui est très important. Et l'entreprise commence déjà à toucher les premiers bénéfices et les premiers résultats de son produit. Alors, dans ce cas-là, les bénéfices réalisés vont attirer la concurrence. Donc, automatiquement, il y aura menace des nouveaux entrants par rapport à ce marché. Donc là, tout simplement, on est dans une phase de croissance assez importante. La phase de maturité. Alors là, comme vous pouvez le constater, le produit, elle stagne. Donc, le fait que le produit stagne en termes de parts de marché, donc il n'y a plus d'augmentation de parts de marché, l'investissement il est de moins en moins important. Alors, automatiquement, l'entreprise commence à poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? Donc, quelles sont les caractéristiques de cette phase? D'abord, le taux de progression des ventes ralentit. C'est tout à fait normal. Alors là, l'entreprise, les parts de marché sont stables, il n'y a plus d'augmentation en termes de parts de marché, donc les ventes vont ralentir. La rentabilité du produit est à son maximum. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de besoin en termes d'investissement. Le produit, il est là, et les parts de marché sont stables, on n'a plus besoin d'investir en termes de développement. Automatiquement, ce que nous réalisons en termes de bénéfices dépasse de loin ce que nous investissons par rapport à ce produit. Alors là, il y a l'amortissement des investissements de lancement. Troisième élément, la concurrence devient très vive. Chose qui est logique, un segment ou un marché en maturité attire davantage les concurrents. Et là, la concurrence devient de plus en plus importante et devient de plus en plus féroce. Et en dernier lieu, bien sûr, le marché il est saturé. Donc, plus que le marché il est saturé, l'entreprise doit se projeter par rapport à l'avenir de ce marché. Qu'est-ce qu'il doit faire par la suite? Est-ce qu'il doit investir? Est-ce qu'il doit maintenir son activité ou carrément assurer par la suite un retrait graduel? Alors, l'étape de maturité précède l'étape de déclin. Alors, lorsqu'on parle de phase de déclin, le terme indiqué avec pertinence, c'est le déclin, c'est la baisse en termes de bénéfices. Les ventes diminuent, tout à fait normal, donc on commence à constater que les ventes baissent. Deuxième élément, d'autres produits sont plus adaptés aux besoins vont paraître. Automatiquement, le client va chercher davantage à acheter ces produits parce qu'il répond au mieux à ses besoins ou à leurs besoins de consommation. Et
En dernier lieu, la rentabilité devient très faible et dans ce cas-là, l'entreprise va constater que tout l'effort déployé en termes d'investissement, il faut trouver des solutions en termes de rentabilité, de profitabilité. Est-ce que nous allons maintenir notre existence par rapport à ce produit, par rapport à ce marché, ou il faut assurer un retrait par la suite? Donc c'est une étape très importante pour l'entreprise. Il faut prendre une décision pertinente dans ce sens, assurer un retrait graduel progressif, sans pour autant nuire à l'image et à la notoriété de l'entreprise. Alors, pour synthétiser ce modèle en termes d'évolution par rapport à la nature et la position de la concurrence, on peut s'appuyer sur le tableau suivant. Alors, comme vous pouvez le constater, conception, lancement, croissance, maturité et déclin. Alors, pendant la phase de conception, l'entreprise, elle investit son retour immédiat, elle supporte le coût de développement et de conception. Donc, dans cette étape, l'entreprise, elle a un seul sens, investissement, décaissement, investissement, sortie d'argent. La concurrence n'existe pas ou elle est limitée, elle ne se manifeste pas encore. Donc, dans ce cas-là, quasi absent de la concurrence, quasi absence de la concurrence. Lancement. Alors, dans ce cas-là, l'entreprise, elle lance le produit. Donc, peut-être elle est la première sur le marché ou peut-être elle va juste réagir à son marché. La concurrence, elle est limitée et l'entreprise, lorsqu'elle est la première sur le marché, elle est dans une situation de quasi-monopole. C'est la première, c'est tout à fait normal. Donc, automatiquement, il va créer un avantage, il doit essayer de préserver cet avantage concurrentiel. En termes de croissance, la troisième phase, croissance, la demande, elle augmente et aussi la cadence de production augmente. Plus la demande, elle est là, la consommation, elle est là, plus la production doit réagir positivement à cette demande croissante. Donc, automatiquement, la concurrence devient de plus en plus importante. Nouveaux entrants, c'est la menace que représente en fait cette phase. Pourquoi? Parce que ça attire plus de concurrents et d'acteurs, puisque le marché, il est intéressant, il est rentable. La maturité, donc la demande, elle est importante, mais elle est régulière. Et dans ce cas, l'entreprise va chercher à bénéficier de l'économie d'échelle et des investissements déjà passés. Donc là, le coût de production devient de moins en moins important et la concurrence aussi devient de plus en plus importante. Cette étape, généralement, l'entreprise essaie de tirer profit de son savoir-faire, tirer profit de sa maîtrise d'activité. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de maîtriser les coûts, de réduire les coûts. Et généralement, la guerre à ce niveau-là, ou la concurrence à ce niveau-là, c'est une concurrence à base de prix. Donc la concurrence, elle est de plus en plus féroce par rapport à cette phase. Et la dernière phase, le déclin, phase de déclin, alors les commandes ralentissent, voire même baissent, et le produit devient obsolète. D'autres produits plus performants vont voir le jour. Et dans ce cas, la concurrence aussi va diminuer parce que le produit n'est plus intéressant. Donc, automatiquement, l'entreprise, lorsqu'elle positionne ses différents produits ou ses différents domaines d'activité stratégique par rapport à ce cycle, par rapport à cette évolution, il peut déjà avoir une idée sur les actions à faire par la suite. Un domaine d'activité stratégique qui est positionné dans la phase de maturité, c'est une bonne chose pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on réalise des bénéfices et les investissements ne sont pas très importants. Mais en même temps, l'entreprise doit poser la question par rapport à l'avenir de ce domaine d'activité stratégique. Parce qu'on sait très bien qu'après la maturité, il y a le déclin. Donc, à ce niveau-là, l'entreprise, elle doit investir pour créer, soi-disant, une autre évolution de marché à travers l'innovation, à travers la créativité. D'où l'importance de l'innovation par rapport, en fait, à ce DAS ou à cette situation de DAS. Parfois, le domaine d'activité stratégique, il est là, il est en phase de lancement. Et lorsqu'il est positionné en phase de lancement, l'entreprise sait très bien que pour ce domaine d'activité stratégique, on ne va pas parler de bénéfices pour le moment. Il faut juste parler d'investissement. Il faut accompagner le développement du marché, accompagner le développement et la croissance de la demande. Donc, automatiquement, il faut investir. Donc, quels sont les facteurs clés de succès par rapport à ce cycle de produits? Bien sûr, tout dépend de l'activité de l'entreprise, tout dépend de l'industrie de l'entreprise, mais tout dépend aussi
de la nature de produit de l'entreprise. Là, je vais vous donner un exemple de quelques facteurs clés de succès par rapport aux différents cycles de vie de produit. Par exemple, lorsqu'on parle de lancement, on parle de facteurs clés de succès, à savoir la technologie utilisée. Donc, lancement, alors là, l'entreprise, elle lance un produit, elle doit accompagner la montée de la demande, l'augmentation de la demande. Et pour accompagner l'augmentation de la demande, il faut disposer d'une bonne technologie en termes de production. La phase de croissance. Lorsqu'on parle de phase de croissance, certes, la demande augmente, on a une technologie assez importante, mais en même temps, on doit avoir un bon circuit de distribution. C'est pour cette raison, le facteur clé de succès par rapport à cette phase, c'est généralement un bon système de distribution. Donc, l'entreprise doit développer son système de distribution. Il faut que le produit soit disponible, il faut accompagner la demande, accompagner la montée de cette demande. La maturité, c'est clair, l'entreprise, puisque la concurrence, elle est là, et plus que la demande et la consommation stagnent, il faut maîtriser les coûts, maîtriser les prix, maîtriser tout simplement le fonctionnement interne. Donc l'entreprise doit mettre l'accent sur quoi? Sur la notion de productivité. Alors il faut améliorer la productivité. Plus j'améliore la productivité, plus le coût de revient baisse. Et là, je peux assurer une concurrence à base de prix. Et dernier facteur clé de succès, à savoir le facteur portant sur la maîtrise des coûts au niveau de la phase déclin. Donc la phase déclin, c'est une phase caractérisée par le fait que les parts de marché vont diminuer, la consommation va baisser, automatiquement, l'enjeu, c'est maîtriser le coût. Il faut garder quand même une situation qui va permettre à l'entreprise d'assurer un retrait graduel. Donc, on doit maîtriser le coût, on doit maîtriser la structure du coût en interne. Voilà, en quelque sorte, le premier modèle utilisé par les entreprises pour positionner les différents DAS ou ANDAS par rapport au cycle de vie de produit. Je rappelle à ce niveau-là que l'objectif, c'est d'avoir une pertinence en termes de décisions stratégiques. On positionne les différents DAS par rapport à ce modèle, mais reste un modèle qui n'est pas très important dans le sens en fait, d'évolution, dans le sens de pertinence. Pourquoi? Parce qu'il positionne l'ensemble des activités, l'ensemble des domaines d'activité stratégiques selon un seul critère, à savoir le chiffre d'affaires. C'est pour cette raison, d'autres modèles, nous allons les voir par la suite pour mieux cerner la situation et l'analyse de portefeuille d'activité. Voilà en quelque sorte les éléments concernant la séquence d'aujourd'hui. Merci de votre attention, à la prochaine.